Pour la plupart d'entre nous, notre connaissance de la mafia commence et se termine avec Hollywood, du parrain aux affranchis en passant par les sopranos. La mafia suscite un certain attrait romantique. Des mafieux intronisés partis de rien ont gravi les échelons au sein d'une longue lignée de parrains et de familles criminelles. Tout tourne autour de l'argent, du pouvoir et d'un code d'honneur quelque peu paradoxal. Mais la véritable histoire de la mafia est bien plus complexe. Une peinture aux couleurs de la violence, de la loyauté et saupoudrée de contrebande d'alcool. Elle remonte à des siècles et traverse les continents, des collines ensoleillées de Sicile jusqu'aux rues animées de New York. Alors aujourd'hui, nous prenons place à la table avec l'histoire des 5 familles, la véritable histoire du parrain. Mais avant d'être submergé par trop de noms et de familles, assurez-vous de vous abonner à Weird History. Ensuite, laissez-nous un commentaire et dites-nous quelles autres familles du crime vous aimeriez découvrir. D'accord, il est temps de vous faire une vidéo que vous ne pourrez pas refuser. Dans les terres pittoresques de Sicile, parsemées d'oliviers, un groupe d'hommes a décidé qu'ils en avaient assez de l'arrogance du gouvernement local. Ils ont créé des groupes pour défendre leur communauté contre les puissants, ce qui paraît noble, jusqu'à ce qu'on découvre que leur protection impliquait coercition, extorsion et parfois des os cassés. Au milieu des années 1800, ces groupes ont évolué puis fusionné pour former la mafia sicilienne. À peu près à la même époque, à Naples, la famille criminelle Camorra sortait de l'ombre des cellules de prison, prête à sortir et à se joindre à la mêlée des activités criminelles. Avançons de quelques décennies, et alors que les Italiens commençaient à affluer aux États-Unis, beaucoup s'installèrent dans le New York cosmopolite. Les Napolitains sont allés à Brooklyn, tandis que les Siciliens se sont installés à Harlem et Manhattan. Leurs activités criminelles finirent par se croiser et s'intensifier, menant à la première guerre de la mafia. Les factions de la Camorra et des Siciliens étaient en conflit ouvert. Chacun rendait coup pour coup jusqu'à ce que Don Pellegrino Morano des Camorristes attire Nicola Morello, le chef sicilien, à une prétendue réunion de paix en 1916, mais la trêve était unilatérale, et Morano a tué le chef sicilien ainsi que son garde. Cela allait inévitablement précipiter la chute de Morano lorsque son propre homme, Ralph Daniello, dénonça Morano pour le meurtre. Par la suite, la mafia sicilienne est devenue la force dominante, absorbant les restes de la Camorra dans ses rangs. Au cœur de ce chaos et de cette violence, Giuseppe Joe Masseria fit son apparition. Il avait passé la majeure partie de sa vie en Italie dans le milieu criminel. Finalement, fuyant une accusation de meurtre en Sicile, il arriva à New York en 1903 et rejoignit le tristement célèbre gang Morello, qui était devenu la première grande famille du crime de la ville. L'ascension de Masseria fut tout simplement fulgurante. Et lorsque Giuseppe Morello et Ignazio le Loup Lupu furent envoyés en prison dans les années 1910, il y vit une opportunité. Salvatore Toto d'Aquila, une autre figure de proue du gang Morello, s'autoproclama chef de tous les chefs, ou capo di tutti capi. Cependant, Masseria n'était pas du genre à se laisser éclipser. Au début des années 1920, après de nombreuses tentatives d'assassinat, Masseria s'était solidement imposé comme Joe the Boss et avait gagné le surnom, malheureusement très approprié, de l'homme qui savait esquiver les balles. Son rival d'Aquila a été éliminé en 1928 avec un peu d'aide de l'allié de Masseria, Charles Lucky Luciano. Avec d'Aquila hors jeu, Masseria prit le contrôle en tant que capo di tutti capi. Grimper au sommet d'une famille du crime organisé, c'est un peu comme finir deuxième à un concours de mangeurs de tartes. Masseria n'a fait que remplacer un rival par un autre et s'est retrouvé à devoir affronter Salvatore Maranzano, un nouveau venu en ville venu de Sicile, qui allait bientôt bouleverser toute la situation. Maranzano avait été envoyé par son patron, Don Vito Ferrero, pour étendre leur influence aux États-Unis. Il s'est installé à Brooklyn, a bâti une entreprise prospère dans l'immobilier et la contrebande d'alcool, attirant vite de fidèles partisans siciliens. En 1930, les tensions entre Maranzano et le groupe de Masseria étaient à leur comble, menant à la tristement célèbre guerre de Castellamarese. Ce n'était pas une simple querelle de quartier, mais une véritable guerre pour le contrôle futur de la mafia à New York. Au début, Lucky Luciano et Vito Genovese soutenaient Masseria, mais à mesure que Maranzano prenait l'avantage, ils ont compris ce qui allait se passer. Luciano a conclu un accord avec Maranzano. Et le 15 avril 1931,
Masseria a trouvé la mort dans un restaurant de Coney Island, laissant Maranzano sortir vainqueur. Avec Masseria hors du jeu, Maranzano a convoqué une réunion de l'élite du milieu, posant les bases de ce qui allait devenir la Cosa Nostra, l'expression italienne pour notre chose. Il a divisé le crime organisé de New York en 5 familles: Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese et Lucchese. Chaque famille était structurée comme une unité militaire avec un parrain au sommet, suivi d'un sous-chef, d'un conciliaire ou conseiller de confiance et d'une multitude de capos, de soldats et d'associés. Cependant, le règne de Maranzano en tant que capo di tutti capi fut de courte durée. Luciano, qui n'avait aucune intention de jouer les seconds rôles, orchestra l'assassinat de Maranzano en septembre 1931 en utilisant des tueurs à gages prêtés par son ami Meyer Lansky. Avec Maranzano écarté, Luciano abolit le titre de boss des boss et mit en place la commission, un organe directeur chargé de superviser les opérations de la mafia à travers les États-Unis. C'était la version du crime organisé des Nations Unies, assurant que les différends soient réglés sans effusion de sang, autant que possible pour le crime organisé. Avec leur pouvoir consolidé, les années 1930 virent les 5 familles étendre leurs entreprises criminelles. Joseph Joe Bonanno, un protégé de Manzano, a gardé une emprise ferme sur sa famille jusqu'à la fin des années 1960. Les mafieux ont les meilleurs surnoms. Ces opérations comprenaient les jeux d'argent, le prêt usuraire et le trafic de drogue, avec un fort accent sur la loyauté et les traditions siciliennes. La famille Profati, plus tard connue sous le nom de famille Colombo, était contrôlée par Giuseppe Joe Profati. La propre famille de Lucky Luciano, née des restes du clan de Masseria, a vu Vito Genovese prendre la tête après que Luciano ait été envoyé en prison en 1936. Lorsque Genovese a fui le pays en 1937, Frank, le premier ministre Costello, a pris la relève jusqu'à ce que Luciano soit expulsé vers l'Italie en 1947. Comment ont-ils trouvé ces surnoms? Y avait-il un sous-comité? Pendant ce temps, Vincent Mangano a dirigé la famille Gambino jusqu'à sa mystérieuse disparition en 1950 et après quoi Albert Anastasia, tristement célèbre pour ses méthodes brutales, a pris le relais. La famille Lucchese était dirigée par Tommaso Tommy Galeano, un personnage moins flamboyant mais tout aussi puissant. Ce genre de remaniement était caractéristique des 5 familles. Le pouvoir fluctuait comme le fleuve Hudson. Entre décès, peine de prison ou expulsion, la difficulté d'arrêter ou d'inculper les 5 familles venait de leur dynamique toujours changeante. La commission n'était pas uniquement une affaire new-yorkaise non plus. L'organisation de Chicago d'Al Capone, célèbre pour son efficacité impitoyable, détenait un siège bien que le mandat de Capone ait été écourté par une longue peine de prison pour fraude fiscale. Stefano Magadino, chef de la famille criminelle de Buffalo, avait également un siège grâce à son contrôle sur les routes commerciales illégales vers le Canada. Selon la vision de Luciano, le syndicat national du crime, souvent appelé le syndicat, a uni les organisations criminelles italiennes, irlandaises, juives et d'autres sous une même bannière, s'étendant d'un océan à l'autre. Il s'agissait moins d'ethnicité et davantage d'affaires, une utopie criminelle où chacun recevait sa part. Les 5 familles ont connu un calme relatif jusqu'à la fin des années 50, lorsque les choses ont pris un tournant dramatique. L'absence de Luciano, suite à son expulsion, a laissé un vide de pouvoir au sein de la famille Luciano Genovese. Frank Costello, un chef avisé et diplomate, a maintenu le contrôle jusqu'à ce que Vito Genovese revienne aux États-Unis en 1945 et commence à manigancer son retour au pouvoir. Les ambitions de Genovese ont conduit à l'assassinat de l'allié de Costello, Willie Moretti, de plus en plus atteint de syphilis, en 1951. 6 ans plus tard, Genovese a lancé une attaque directe contre Costello, envoyant Vincenzo le Cinquantiante pour le tuer. Costello a survécu à la tentative, mais a sagement décidé de prendre sa retraite, laissant Genovese sans opposition. Albert Anastasia, le redouté chef de la famille Mangano, aujourd'hui connu sous le nom de famille Gambino, a également trouvé la mort en 1957 grâce à Genovese et à son propre bras droit, Carlo Gambino. Avec Anastasia hors jeu, Gambino a pris le contrôle, marquant le début d'une nouvelle ère pour sa famille. 1957 a également été marqué par l'un des événements les plus notoires de l'histoire de la mafia, la réunion d'Appalachiens.
Vito Genovese, se sentant confiant dans son nouveau rôle, a organisé un sommet des chefs de la mafia de tout le pays, dans la maison de Joseph Joe le Barbier Barbara à Appalachian, dans l'État de New York. La réunion devait être une affaire discrète pour discuter des affaires, mais elle s'est terminée dans le chaos lorsque la police, agissant sur un tuyau, a fait une descente sur le rassemblement. Plus de 60 mafieux ont été arrêtés et l'événement, en une des journaux, a révélé les opérations secrètes de la mafia. Les années 60 ont vu les 5 familles continuer à étendre leurs empires. Cependant, c'était aussi une période de conflits internes importants. La tentative de Joseph Bonanno de prendre le contrôle de la commission et de devenir capo di tutti capi a conduit aux guerres des bananes, un conflit sanglant qui a vu Bonanno être évincé et sa famille affaiblie. Les guerres de la banane étaient bien moins fantaisistes qu'elles ne paraissent. La famille Colombo, anciennement la famille Profazzi, a connu des troubles similaires lorsque Joseph Crazy Joe Gallo s'est rebellé contre la direction de Joe Profazzi, entraînant une lutte de pouvoir violente. Les conflits internes au sein des familles, combinés à une pression accrue des forces de l'ordre, commencèrent à faire des ravages. Dans les années 1970, le FBI et d'autres agences surveillaient de plus en plus les 5 familles. L'utilisation des écoutes, des informateurs et de la loi RICO, loi sur les organisations influencées par le racket et la corruption, vue dans The Dark Knight, a permis aux autorités d'arrêter de nombreux mafieux de haut rang. Malgré ces revers, la mafia s'est révélée résiliente. Des chefs comme John Gotti de la famille Gambino, devenu une sensation médiatique dans les années 1960 et 1980, ont gardé une forte influence. Cependant, à la fin du XXe siècle, le pouvoir de la mafia avait considérablement diminué. La combinaison d'une pression constante des forces de l'ordre, de conflits internes et de l'évolution du paysage économique a rendu difficile pour les familles de maintenir leur emprise traditionnelle sur le crime organisé. Tout cela n'a probablement pas aidé non plus. L'histoire des 5 familles est une saga d'ambition, de pouvoir et de violence. Des origines dans la mafia sicilienne à leur ascension criminelle à New York, ces familles ont marqué à jamais l'histoire américaine. Bien que leur influence ait diminué, leur héritage continue de fasciner. C'est pourquoi nous continuons à faire des films sur eux. Alors, qu'en pensez-vous ? Quel serait votre surnom de gangster ? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et pendant que vous y êtes, jetez un œil à certaines de nos autres vidéos de notre série Weird History.